Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Panorama Média, votre émission de décryptage de l'actualité de la semaine sur la RTV2. 3 sujets au menu de ce numéro. Dans un premier temps, il sera question de cette explosion qui s'est produite dans une école à Ouagadougou. Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur l'affaire Ladji Bama du nom de ce journaliste d'investigation dont la voiture et la maison ont été l'objet d'une tentative d'explosion. Et enfin, dans la troisième partie, nous parlerons d'un sujet qui a aussi alimenté les colonnes des journaux cette semaine. C'est l'impôt unique sur les traitements et salaires, l'UTS, qui est prévu pour être étendu en cette fin du mois de janvier aux agents de la fonction publique. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes. À ma gauche, Moutamo Kani, vous êtes le directeur de publication de l'Express du Faso. Kani, bonjour. Oui, bonjour. Et juste à côté, Ismaël Satunet, pareil, journaliste, reporter à la RTV de télévision. Pareil, bonjour. Oui, bonjour. Et à ma droite, celui qui fait son grand retour, Serge T, journaliste à la radio LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Serge, bonjour et bienvenue. Bonjour, Moussa. Et Ahmed Zerbo, directeur de publication de Libération. Zerbo, bonjour. Bonjour, M. Sanou. Voilà donc pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média de ce dimanche 12 janvier 2020. Place au débat et à notre premier sujet, l'explosion dans une école. Cet incident s'est produit dans un établissement scolaire franco-arabe au secteur 38 de Ouagadougou lorsqu'un enfant qui tenait un objet dont la nature reste encore à définir, a éclaté. Du coup, et en entendant les résultats de l'enquête, plusieurs questions, M. Kani. Oui, plusieurs questions, naturellement, parce que en attendant effectivement les résultats de l'enquête, alors la question qui se pose, d'abord, c'est quel genre d'engin? Parce que au début, on a parlé d'une bombe, et ensuite, une grenade plutôt, et ensuite, le gouvernement, dans son point de presse, parle d'engin explosif. Bon, finalement, on se pose la question, effectivement, c'est quel genre d'engin? Ça, c'est la première question. La deuxième question, que ce soit une grenade ou un engin explosif artisanal et autres, que faisait-il à l'école? Qui l'a amené à l'école? On sait que c'est un élève. Alors, pour le moment, je ne pense pas que ce soit forcément un élève. Parce que là aussi, c'est une question qui se pose. Parce qu'on se pose la question, qui l'a amené là-bas et pour quelle raison? C'est ça, même si c'est un élève. Si c'est un élève, encore une autre question se pose. Qui a donné à l'élève? Qui a donné à l'élève? A-t-il eu ça à la maison? Tout ça, ce sont des questions, je pense, auxquelles il va falloir répondre très rapidement. Et c'est d'autant plus que c'est dans une école franco-arabe que l'explosion a eu lieu. Et qui malheureusement... Oui, c'est une école franco-arabe. Oui. Une école où on enseigne le français en même temps que l'arabe. Voilà, c'est comme une madrasa. Voilà. Donc ça pose encore un autre problème. Oui. La dénomination franco-arabe, c'est... Oui, si tu es dans une école laïque, là encore c'est autre chose. Si tu es dans une école catholique, vous êtes sans ignorer que les terroristes aujourd'hui utilisent cette fibre-là, que ce soit la fibre religieuse, en fonction, que ce soit musulmane ou chrétienne, et même les chefs traditionnels. Donc ce sont des éléments dont il faut prendre en compte dans l'enquête et dire effectivement qui faisait cette bombe-là là-bas et qui l'a amenée et pour quelles raisons. Voilà. Pour le moment, on parle danger, M. Kane. Enfin. D'accord, Serge, comment comprendre qu'un tel événement puisse se produire, comme Kane l'a dit, dans une école franco-arabe en l'occurrence? Tout naturellement, c'est inquiétant. C'est inquiétant, surtout que c'est dans une école franco-arabe. Quand les terroristes ont commencé, je me souviens sur ce plateau, on avait même épilogué sur comment les appeler, parce que si vous écoutez les médias européens, on parle de djihadistes. Il a fallu un temps pour qu'on accepte ici au Burkina Faso de dire que c'est du terrorisme. Mais la chose, c'est qu'eux, ils utilisent la fibre religieuse, où ils disent qu'ils font du djihad, ce qui n'est pas vrai. Et quand on retrouve un engin explosif comme ça dans une école franco-arabe, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter parce que l'école est située dans la périphérie de Ouagadougou. Est-ce qu'il n'y a pas un début d'infiltration, d'utilisation des enfants même pour pouvoir poser un certain nombre d'actes? Parce qu'on l'a vu avec Boko Haram, ils le font au Nigeria avec des élèves, avec des femmes.
est-ce que ce n'est pas cette méthode-là qu'ils commencent à vouloir implémenter ici au Burkina Faso? Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. Moi, je ne vais pas revenir sur ce que Kani a dit concernant le débat, c'est une grenade, c'est pas une grenade et autres. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que l'enfant, les blessés n'ont pas passé la vie à trépas. C'est-à-dire qu'il aura la possibilité de les écouter et de pouvoir avoir une idée de comment cet engin-là est arrivé dans cette école et à quelle fin. D'accord. Ahmed Zerbo, face à cette situation, faut-il s'inquiéter comme Serge l'a dit? Oui, naturellement, il faut s'inquiéter puisque si un engin explosif se trouve à l'école, entre les mains des élèves, je pense qu'au regard du contexte actuel d'insécurité, il faut vraiment s'inquiéter. Alors maintenant, parlant de l'engin lui-même, les techniciens ont été clairs là-dessus, c'est-à-dire que la gendarmerie était claire, la gendarmerie qui s'est déportée sur les lieux a été claire là-dessus, c'est une grenade. C'est eux les techniciens, ils connaissent, c'est une grenade. C'est vrai que le fondateur parle de métal, mais je pense que c'est une grenade. Mais le gouvernement parle d'engin explosif. Oui, ben, je pense que ceux-là qui manipulent effectivement ces instruments-là savent de quoi il s'agit. La gendarmerie a été claire, c'est une grenade. Maintenant, la question que l'on se pose maintenant, qui a effectivement amené cet engin-là à l'école? C'est la grosse question. C'est la grosse question que tout le monde effectivement se pose. Alors, ça peut être l'œuvre, en tout cas, des terroristes. Un terroriste peut effectivement manipuler un élève, l'élève ne connaissant pas que c'est un engin explosif, il peut lui donner d'aller effectivement d'amener en classe. Ou en tout cas, quelqu'un de passage peut en tout cas laisser traîner la grenade soit devant l'école ou en tout cas à l'intérieur de la classe. Donc je pense que comme l'enquête est en cours, l'enquête permettra en tout cas de savoir l'origine effectivement de cet engin explosif. D'accord. Ismaël Faré. Oui. Okay. Que peut-on voir derrière cet acte, cette explosion? Cette question, elle est difficile à répondre, mais de toutes les mille manières, les personnes qu'on peut voir derrière, c'est des personnes qui gagneraient à ce que le Burkina Faso soit troublé, ou bien en tout cas, c'est des personnes qui gagneraient à ce que on puisse voir des vies, notamment innocentes, voilà, et passer de l'autre côté du monde. Voilà, c'est en fait ce que je voudrais dire que, vous voyez, nous sommes dans une zone non-lotie. Ça veut dire que nous sommes dans les périphéries de Ouagadougou où tout n'est pas maîtrisé. Parce que les zones assez reculées, bon, tout le monde, on connaît un peu la loi qui existe, ou encore en tout cas, le style de vie dans les zones non-loties. Les gens sont coincés, en tout cas, il n'y a pas un certain nombre de commodités. Donc, du coup, ça peut être des lieux propices, en tout cas, pour passer à l'acte. Moi, je n'exclus pas. C'est vrai que l'enquête est en cours. On ne va pas trop s'immiscer dans l'enquête de la gendarmerie qui parle de grenade, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui a explosé. Voilà. Donc, ce n'est pas exclu que ce soit un terroriste, en tout cas qui puisse placer peut-être une grenade dans le sac d'un enfant. Admettons un enfant qui est en première année de franco-arabe, il est au CP1, je ne sais pas comment on appelle ça, il est au CP1, il ne sait pas. Souvent même en tant que grande personne, en voyageant, si tu ne prêtes pas attention, quelqu'un peut mettre quelque chose dans ton sac, ou etc., etc. Tu peux voyager avec une connerie sans le savoir. C'est possible, c'est bien possible. Ça, ce sont des possibilités à ne pas proscrire. Toujours est-il que il revient aussi au chef d'établissement, etc., à tout le monde, de vraiment ouvrir l'œil et surtout le bon. Voilà. D'accord. Je pense que pour terminer, aller dans le sens de ce que Paris disait, c'est vrai, ouvrir l'œil, le bon. Moi, je pense qu'il est grand temps de commencer à sensibiliser tout un chacun pour éviter d'accepter les petits colis qu'on vous donne, que des personnes inconnues viennent vous remettre et tout ça. Il est grand temps qu'on sensibilise parce que les écoles sont des zones où il y a une forte population qui part. Et heureusement, moi je dis heureusement, je ne rentre même pas dans la guerre de terminologie du engin explosif, c'est une bombe, c'est une grenade. Heureusement qu'on n'a pas déployé de pertes en vie humaine. Mais la déflagration aurait pu créer beaucoup plus de dégâts. Donc il faut qu'on commence à sensibiliser pour que les uns et les autres fassent vraiment attention. Et surtout les jeunes,
les enfants surtout aussi, il faut les sensibiliser pour éviter qu'ils ramassent n'importe quoi ou bien qu'on leur donne des choses et qu'ils acceptent de partir à l'école avec. Donc, il est grand temps de lancer très rapidement une campagne de sensibilisation pour pouvoir éviter que le pire se produise un jour. Ok, peut-être pour abonder dans le même sens, vous voyez, Kani a dit quelque chose de très important. On se retrouve dans une école franco-arabe. La connotation n'est pas, elle est assez importante parce que nous avons vu les cas au Nigeria où aujourd'hui même le Nigeria est en train de travailler à fermer beaucoup d'écoles franco. Parce que les gens utilisent le nom d'une religion où on passe par le nom de Dieu pour commettre un certain nombre de choses. Nous sommes dans une école franco-arabe, c'est pour amener, admettons qu'il y a des explosions, qu'il y a une explosion et puis que nous dénombrons beaucoup de pertes en vie humaine. Regardez un peu la répercussion. Si nous ne sommes pas forts tout de suite, on peut dire que bon, voici, c'est le fait des musulmans, c'est le fait des religieux, c'est le fait de... Du coup, on tombe encore dans le radicalisme, on tombe encore dans un certain nombre d'extrêmes qui entraîne une certaine division dans la société. Moi, je donne un exemple. J'étais quelque part où un enfant est venu dire à son papa que le maître coranique a dit de ne pas, c'était la Noël, de ne pas manger la nourriture des chrétiens. Le papa qui était là dit, il était inquiet. Il m'a expliqué, il dit non, lui il pense que le maître coranique ne doit pas dire ça parce que nous sommes tous burkinabés. Donc ce sont des choses comme ça qu'il faut cultiver même à la base parce que ça amène l'enfant à se radicaliser. Un enfant qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 5 ans, le maître coranique le dit de ne pas prendre la nourriture d'un chrétien, etc., que parce que c'est ceci ou cela. Vous voyez, s'il grandit comme ça, il grandit avec un certain nombre d'idées arrêtées qui peuvent le pousser à commettre l'irréparable un jour. Donc, c'est pour revenir à ce que Serge dit, il faut aller dans les sensibilisations de tous bords, tout ce qui peut être bien, pour que les gens sachent le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, etc. C'est la bienvenue. D'accord, M. Kani, c'est tout le débat sur la sécurité en milieu scolaire qui est posé avec cette affaire. Oui, naturellement, parce que, et c'est d'ailleurs ce que je voulais dire, parce qu'il faut que très rapidement, une enquête de ce genre, je pense qu'elle ne peut pas être longue, en réalité, si vraiment on veut situer très rapidement les responsabilités. Et je crois que toujours en classe. Exactement. Et je crois que c'est l'occasion de faire très rapidement cette enquête-là et de permettre effectivement de lancer, comme Serge l'a dit, une campagne de sensibilisation. Si vous vous souvenez, à Tueni, ce sont des enfants qui ont été, des élèves qui ont été attaqués parce qu'un certain nombre de consignes n'ont pas été respectées. Ici encore, même si pour le moment on ne dit pas que ce sont des terroristes, mais ça porte vraiment à le croire parce que c'est l'une des cibles que les terroristes sont en train de viser actuellement. Ça veut dire qu'il faut que le dispositif sécuritaire dans les établissements soit davantage renforcé. Voilà, il n'est pas exclu, il ne faut pas exclure même de fouiller par moment les sacs des enfants. Ce n'est pas parce que ce sont les enfants qui le font, mais c'est parce qu'on peut passer par eux, se servir d'eux pour faire un certain nombre de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Il faut que nous acceptions, en tant que parents, en tant qu'élèves, en tant que voilà, Burkinabé tout court, nous acceptons de changer notre comportement. Parce que aujourd'hui, toutes les failles peuvent et pourront être utilisées par les terroristes, rien que pour nous faire mal. Et ça, il faut que nous nous préparions à cela. D'accord, Zerbo. Oui, donc il faut dire que depuis un certain temps, le secteur de l'éducation est effectivement... Le secteur de l'éducation est dans le viseur en termes des terroristes. Oui. Vous voyez qu'au nord et à l'est, il y a pas mal d'écoles qui sont fermées. Voilà. Oui. Donc, quand je regarde aussi franco-arabe, vous voyez, les terroristes n'aiment pas qu'on enseigne effectivement le français. Oui. Alors que l'école où en tout cas il y a eu l'explosion, c'est franco-arabe. Donc certainement à cause du français, bon, je ne sais pas. C'est une hypothèse. Voilà, c'est une hypothèse. Oui. Voilà, quand un crime on commet un crime, en tout cas, c'est toutes les hypothèses qu'on met sur la table. Effectivement, à partir des hypothèses, on mène l'enquête. Alors moi, je me dis peut-être que c'est certainement à cause effectivement de le français qu'on enseigne, voilà, qui est enseigné, voilà, à l'école. Bon, c'est certainement que c'est à cause de ça. Le français enseigne dans plusieurs autres écoles. Donc, vous voyez, avec justement, c'est pour vous dire qu'actuellement, le secteur de l'éducation est dans le viseur des terroristes. Donc, c'est à nous maintenant de prendre en tout cas des mesures, renforcer les dispositifs comme les uns et les autres l'ont dit, pour effectivement éviter ce genre effectivement de problèmes. D'accord, Serge. Il y a des voix qui se sont levées quand
annoncé que les cours allaient reprendre dans cette école-là. Il y a des voix qui se sont levées. Certains espéraient que le gouvernement allait prendre une mesure pour fermer, comme on l'a vu un peu au Nigeria, fermer d'abord, ainsi de suite. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas faire le jeu de ceux qui veulent créer la division entre les Burkinabés. Il ne faut pas faire leur jeu. Si psychologiquement les uns et les autres sont prêts à reprendre les cours dans l'école, il n'y a pas de raison. Et si les conditions de sécurité sont réunies, il n'y a pas de raison qu'on ne reprenne pas les cours dans l'école. Voilà. Donc ça aussi, il faut éviter de faire le jeu de ceux qui veulent qu'on puisse stigmatiser un certain nombre de personnes, surtout ces écoles franco-arabes, qu'on puisse les stigmatiser, qu'elles commencent à devenir des écoles où on pense que c'est des laboratoires où on vient expérimenter le terrorisme. Et puis, si jamais on commet l'erreur de le fermer, on met beaucoup de jeunes dans la rue. Et là aussi, on va en même temps profiter pour les récupérer, pour dire voilà, vous voyez, les gens vous rejettent, les gens ne veulent pas de vous, et ça serait un terreau fertile pour qu'on se retrouve encore avec un personnel pour les terroristes. Donc, il faut être suffisamment vigilant à ce niveau-là. D'accord. Fin de cette partie sur l'explosion dans une école à Ouagadougou et ce débat sur la sécurité en milieu scolaire. À présent, parlons de cette autre affaire qui défraie en ce moment la chronique, l'affaire Ladji Bama, du nom de ce journaliste d'investigation dont la voiture et la maison ont été l'objet cette semaine d'une tentative d'explosion. D'abord, comment est-ce que, en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez accueilli cette affaire? C'est déplorable, il faut le dire, c'est déplorable qu'un journaliste, de surcroît à la trempe de Ladji Bama, en tout cas, puisse faire l'objet de vandalisation. Vous l'avez bien situé tout à l'heure, et son véhicule, même sa maison, n'eût été en tout cas la vigilance ou encore le TAC, peut-être le pire aurait dû arriver. Donc cela pose tout de suite la problématique de la liberté de la presse, parce que Ladji Bama n'est pas un journaliste, j'allais dire... Comme les autres journalistes? Bon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui tente de se démarquer, de se distinguer, parce qu'il est sur la voie de l'investigation. Il est dans un journal qui est réputé, en tout cas qui est sur les traces de l'investigation. Et aujourd'hui, qui parle de l'investigation dans le milieu journalistique, parle d'un certain nombre de sérieux, d'un certain nombre de rigueur, d'un certain nombre on s'arroge un certain nombre de principes, parce que c'est assez important. Il se retrouve souvent sur le terrain de la police, du juge, etc. Parce que c'est exactement le style du policier qui fait une enquête, c'est ça. Parce qu'il faut avoir les tenets et les aboutissants d'une enquête avant de... Donc, nous savons que ces derniers temps, Ladji Bama, il s'est intéressé sur un certain nombre de dossiers politiques, notamment l'affaire du charbon fin et bien d'autres choses. En tout cas, il est reconnu, il est réputé pour ses positions assez acerbes, ses positions assez critiques. Et tout porte à croire que certainement ceux qui en veulent à ce dernier, peut-être veulent le faire taire ou encore, c'est une façon de l'intimider. Mais toujours est-il que c'est ce qu'il faut dire, que le journalisme, encore moins, le journaliste d'investigation, c'est un choix de vie et il faut l'accepter, il faut l'assumer. Je pense qu'il est bien conscient de cela. Voilà. Est-ce qu'on peut accepter d'être en insécurité? Parce que c'est un problème d'insécurité qui se pose. Oui, bien sûr. Pas pour Ladji Bama seulement, mais pour tout le monde, pour tous les de façon générale. Oui. Et je disais la dernière fois que nous aussi, au niveau de la presse, il faut que nous nous préparions à faire face à toute éventualité. Parce qu'il ne faut pas exclure qu'un jour, ce n'est pas un choix, mais nous sommes une cible aussi. Mais ici, ce n'est certainement pas le cas. C'est dire que le cas Ladji Bama est vraiment déplorable, c'est suffisamment déplorable que effectivement dans le cadre, en tout cas on va l'inscrire ainsi, que ce soit dans le cadre de son travail, qu'il ait été soit ou intimidé ou qu'on voudrait le faire taire, mais c'est un recul vraiment démocratique. Et malheureusement ce n'est pas le seul cas, je ne veux pas dire dans la presse, mais quand vous vous rappelez que Madi de Gunga, à son temps, avait été tabassé dans un quartier de Ouagadougou, quand vous vous rappelez aussi que Hervé Ouattara a fait l'objet de vandalisme raté après le séjour de Kémy Seba, quand vous vous rappelez aussi que le SG du syndicat l'UNAPOL avait été agressé chez lui à la maison et n'eût été vraiment à sa vigilance, il serait mort. Alors, c'est vous dire qu'il faut que nous fassions très attention parce que la situation est assez tendue. Non seulement nous avons le terrorisme qui nous essaye par là, partout,
Ensuite, si nous-mêmes, on veut régler un certain nombre de questions de cette manière, à supposer que Lagui Bama ait été vraiment soit blessé ou que voilà, l'irréparable s'était produit, pensez-vous qu'aujourd'hui, on se rêve en paix? Je ne le crois pas. Parce que personne ne va accepter aujourd'hui que ce qui est arrivé en son temps à Norbert Zongo arrive à quelqu'un aujourd'hui, qu'il soit journaliste ou pas. Qu'il soit journaliste ou pas. Parce que personne ne va le tolérer que dans un état de droit où l'expression doit être libre et que c'est-à-dire les libertés doivent être assurées, qu'on s'en prenne à quelqu'un ou qu'on le fasse passer des vies à trépas pour ses opinions, pour son engagement, personne ne va l'accepter. Et je dis que dans cette affaire, le gagnant, ou du moins celui qui doit gagner pour que, effectivement, ou qui gagnera pour que ces choses-là ne se répètent pas, ou n'arrivent pas du tout, c'est le pouvoir. Parce que si jamais il y a un événement malheureux de ce genre, c'est à lui que les gens vont s'en prendre. Donc il a la responsabilité aujourd'hui, à mon point de vue, de prendre les dispositions idoines. Et je me dis que, vous voyez, depuis cette histoire du SG de l'INAPOL, jusqu'à présent, nous n'avons pas les résultats de l'enquête. Mais il ne faut pas faire traîner ces gens d'enquête. Je me dis qu'on peut les faire aboutir. Mais justement, parce que ce sont des dossiers qui s'ajoutent à d'autres dossiers. Voilà aujourd'hui l'affaire Lagui Bama. Et là, c'est un autre dossier qu'il faut vider très rapidement et qu'on sache qui a fait quoi. Parce que ça ne peut pas être... et que les sanctions soient prises. Exactement. Ça ne peut pas être n'importe qui se promène ou qui soit venu jeter, je ne sais pas, de l'essence ou... non, ce n'est pas n'importe qui, c'est planifié. Et quelqu'un qui connaît chez lui et qui sait que Lagui Bama soit dérange ou bien en tout cas a des positions qui ne lui plaisent pas. Donc, c'est un règlement, enfin. Bon, d'accord. En attendant. Oui, Ahmed Zerbo. Ok, vraiment, merci. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette affaire Lagui Bama? Bon, Moussa Sanon, il faut dire que tout journaliste qui dérange subit des menaces. Surtout un journaliste d'investigation subit beaucoup plus de menaces parce qu'il subit des pressions politiques, il subit des pressions économiques, il subit en tout cas toutes sortes de pressions. Quand tu choisis en tout cas de faire l'investigation, il faut te préparer moralement, il faut te préparer psychologiquement. Ça veut dire que tu te prépares sur tous les plans. Parce qu'à tout moment, c'est un choix. Mais qu'on ne doit pas accepter quand même. Oui, le journaliste d'investigation en tout cas, tu choisis c'est un peu comme Norbert Zongo. C'est un choix, il l'a fait. Alors, tu assumes. Mais ce qui est arrivé à Lagui Bama, je pense que la réaction des organisations professionnelles, vraiment, je salue effectivement... condamné l'acte. Que ce soit les organisations professionnelles, les médias, les hommes politiques, en tout cas, tout le monde a effectivement condamné cet acte-là. Puisque il faut vous rappeler qu'avec l'affaire Norbert Zongo, ça a commencé comme ça, par des intimidations, et ensuite, ils ont passé effectivement à l'acte pour l'éliminer définitivement. Alors, c'est pour vous dire que au niveau de la presse, au niveau des journalistes, au niveau, en tout cas, des hommes politiques, chacun doit prendre ses responsabilités. La liberté de presse ne doit plus reculer. Les Burkinabés se sont levés, ils ont lutté pour accueillir, en tout cas, pour conquérir effectivement cette liberté de presse. Et on ne doit pas effectivement baisser les bras, laisser des gens intimider les journalistes. Vous savez, la presse, c'est l'un des piliers essentiels de la démocratie. Si effectivement on dérange en tout cas les journalistes, c'est que la liberté de la démocratie est menacée quelque part. Voilà. Oui. Merci. D'accord. Et Serge, on dit que la démocratie est en danger, c'est le cas présentement? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que la démocratie est en danger, parce qu'on n'a pas encore une idée suffisamment claire sur cette affaire. Donc, parce qu'en général, on parle de danger là quand c'est le pouvoir en place qui tente de bâillonner pour éviter qu'il y ait une liberté d'expression. Vous savez, Lagui Bama travaille sur des dossiers assez lourds, assez sensibles. Ouais. Moi, je menais une enquête avec Lagui qui s'est soldée par l'affectation sine die d'un haut cadre. Et il sait que son affectation est partie de l'enquête, de l'affaire, l'article qui a été publié. Et ça, c'est pas des choses que tout le monde accepte.
surtout que son affectation lui fait perdre beaucoup d'avantages. Voilà, et là, il est sorti d'un procès récemment avec Abdoul Service. Et je crois qu'il en parlait, il est en train de préparer un article pour essayer d'expliquer un peu comment Abdoul Service fonctionne. Bon, ça, ce n'est pas des choses qui sont faites pour plaire. Il y a ce qu'on sait de lui par rapport aux questions de charbon fin. Il y a aussi la dernière prise de position de Ladi Bama sur le plateau de BF1, Écho de presse, concernant Arbinda. Et celui qui a fait attention sur les réseaux sociaux, il a fait l'objet de beaucoup d'attaques, de commentaires désobligeants. Oui. Bon, et dans la foulée, voilà que chez lui, il y a une tentative de faire exploser son véhicule et sa maison. Ça, je mets ça sur le compte beaucoup plus d'une tentative d'intimidation, parce que ceux qui lui ont posé ce tag pouvaient attendre qu'il soit dans son véhicule pour pouvoir le faire, parce que bon, faire exploser, c'est pas sûr que systématiquement celui qui est dans une maison, voilà, surtout qu'il n'était pas dans le véhicule, mais il fait l'objet d'une tentative d'intimidation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement a été suffisamment prompt, le ministre en charge de la communication est parti, les acteurs politiques sont partis, tout le monde l'a soutenu, Dieu merci, tout le monde le soutient. Ça veut dire que quelque part, les uns les autres marquent un peu leur solidarité et leur distance. Oui. C'est-à-dire que la libre expression n'est pas systématiquement menacée, donc pour dire qu'on ne peut pas arriver à la conclusion que la démocratie est menacée. Maintenant, on demande au gouvernement de prendre un certain nombre de dispositions. Ce n'est pas toujours facile, parce que moi je dis, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque individu, mais ce que moi je déplore, c'est l'intolérance qui commence à prendre de l'ampleur, oui. Parce que je ne suis pas du même avis que l'autre. J'ai l'empêche d'exprimer ses opinions, je deviens un peu violent. L'intolérance qui commence à devenir ambiante, et ça, c'est vraiment à craindre, quoi. Voilà. Monsieur Kane, si vous étiez à la place de Ladi Bama, qu'est-ce que vous aurez pu faire aujourd'hui? Continuer à écrire toujours, bien vous allez vous taire? Mais au contraire, parce que ça vient montrer que vous faites du bon travail. Ouais. Et ça galvanise pour un homme. De toute façon, que ce soit de cette manière ou d'une autre manière, on est appelé un jour à disparaître. Vaut mieux mourir de quelque chose qui vaut la peine. Donc je pense que si, en tout cas, j'étais à sa place, c'est plus que jamais l'occasion pour moi de poursuivre davantage le travail que je suis en train de faire. Ça veut dire, et surtout, quand vous avez vu cette solidarité-là qui s'est exprimée autour de lui, ça montre effectivement, quoi qu'on dise, qu'il fait un travail énorme et intéressant. Parce qu'il a évoqué, Serge, les dossiers sur lesquels il travaille. Ce sont des dossiers qui vont jusqu'au plus haut niveau de l'État et qui dérangent effectivement. Donc, en tout cas, à sa place, je dirais, comme je viens de le dire, j'allais poursuivre davantage mon travail. Mais là où je ne suis pas un peu d'accord avec Serge, heureusement qu'à la fin, il a parlé d'intolérance. Quand on dit que la démocratie est en danger, ce n'est pas forcément parce que le pouvoir ou les pouvoirs publics empêchent les gens de s'exprimer. Mais quand les gens eux-mêmes s'empêchent de s'exprimer, et il a parlé d'intolérance, c'est une atteinte aussi à la démocratie. Parce que quand vous prenez, à supposer que ce soit effectivement les dossiers sur lesquels il travaille, qui concernent aussi bien le pouvoir que des individus, mais tout concourt à faire en sorte que quelqu'un qui s'exprime sur le plan démocratique ne puisse pas le faire. Donc, c'est une atteinte à la démocratie. Une sorte de censure. De censure. Aujourd'hui, vous m'avez posé la question, à sa place, qu'est-ce que je ferais? C'est une manière d'amener un journaliste, que ce soit public ou privé, de ne pas parler. C'est de la censure, c'est de l'autocensure qu'on veut lui faire. Alors là, il a parlé de tentative d'intimidation. Non, ce n'est même plus une tentative d'intimidation, c'est une intimidation pure, ici. Alors, heureusement que ça c'est, en tout cas pour le moment, et ce que nous souhaitons, que ça s'arrête à l'intimidation. Si ça va au-delà, je crois que Zerbo l'a dit, toutes les organisations de la presse et les organisations de défense des droits de l'homme et des libertés, en tout cas, risquent de s'organiser pour dire merde.
Voilà. Et ça, il faut l'éviter. Okay. Ce que je voudrais ajouter en sus de ce que les uns et les autres ont dit, Zerbo est revenu sur ça. Après l'insurrection, le Burkinabé a gagné en maturité. Ça, il faut le savoir. Le pays burkinabé a gagné en ce qui concerne la liberté de ton. Et les gens ne peuvent plus cautionner un certain nombre de choses. Vous voyez un peu comment Norbert Zongo est mort. Vous voyez un peu comment le juge Nébier, les conditions dans lesquelles ce gars-là a disparu. Aujourd'hui, personne n'est prêt à accepter ces choses-là. Maintenant, lorsqu'on me dit que tout le monde prête main forte à Ladji Bama, bon, c'est comme une maison. Lorsque nous sommes à la base, j'allais dire de l'explosion ou encore de cette maison, lorsque peut-être ça a échoué, ça n'a pas été comme on voulait, nous serons parmi ceux-là qui amènent de l'eau. Donc, de toutes les mille manières, l'ennemi n'est jamais loin. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je me dis qu'il y a des gens qui lui prêtent main forte qui n'est pas sincère. Quoi qu'on dise. Par exemple Non, je ne vais pas citer d'exemple ici, je n'ai pas d'exemple à donner, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui disent ouais, on te soutient, etc. Parce que tous les dossiers auxquels le gars s'intéresse, ce n'est pas des petits dossiers. Ce n'est pas que le directeur de l'école a volé 2 sacs de riz, ce n'est pas que la secrétaire a volé 2 paquets de rames, ce n'est pas que le petit du quartier a volé 2 moutons. Ce n'est pas ces dossiers-là, c'est des dossiers de haut standing. Donc du coup, ça dérange. Maintenant, on est d'accord, lorsqu'on fait de l'investigation, on ne peut pas aussi dire qu'on est assez libre parce qu'il pèse sur nous une certaine pression. Parce que lorsque vous voyez un peu l'histoire même de l'investigation dans la presse, celui-là même de par qui l'investigation est venue, il est parti d'une enquête où il y avait carrément un mort d'homme. Il a enquêté, et c'est de là que les choses sont parties. Donc du coup, Ladji Bama, c'est que le terrain sur lequel il est obligé d'être correct. En tout cas, il n'y a pas d'homme parfait, mais il faut tendre vers la perfection. Donc, de toutes les mille manières, il y a une certaine rigueur de vie. Je pense qu'il est bien conscient de cela parce que tu ne peux pas diriger en donneur de leçons alors que tu n'es même pas digne pour te gouverner toi-même pour avoir un certain nombre de vertus. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut que les Burkinabés, les journalistes ouvrent l'œil. Il faut que tout le monde ouvre l'œil. Parce que ce qui arrive à Ladji Bama peut arriver à tout un chacun d'entre nous. Nous faisons des reportages. Josias, il est patron de presse. Kani est patron de presse. Zerbo est patron de presse. Ça veut dire que c'est des gens qui font des éditos. Et les éditos, c'est des prises de position. Ça peut ne pas plaire, ça peut déplaire. Ça veut dire que pour le choix d'un mot, moi je fais mes reportages. Je peux choisir un mot, etc. Parce qu'il y a un peu de subjectivisme dans notre façon de faire. Le choix des mots. Oui. Entre il est mort et il a rendu l'arme, ou il a passé l'arme à gauche. On choisit lequel. C'est le journaliste qui décide quelle est l'expression, quel est le mot qu'il choisit. Maintenant, en faisant ce choix, ça peut déplaire à X personnes qui est de l'autre côté. Donc, ce qui arrive à Bama peut m'arriver en partant à la maison tout de suite après l'émission à chacun d'entre nous. Donc, ça veut dire qu'il faut se battre pour dire que la liberté, quand on dit que le Burkina Faso est 2e, 3e en Afrique de l'Ouest, ça c'est une fierté. Et c'est des indicateurs aujourd'hui, c'est des variables de démocratie, c'est des variables de progression de l'évolution de la société. On ne doit plus repartir en arrière. D'accord. Et Zerbo, si vous étiez Ladji Bama, la question, Kane a répondu tout de suite à la question. Vous, votre réponse, si vous étiez à la place de Ladji Bama, qu'est-ce que vous ferez? Naturellement, continuer le travail comme je le fais. Parce que, comme je l'ai toujours dit, vous voyez, quand tu fais toujours un bon travail dans le domaine de la presse, dis-toi que tu reçois toujours des pics. Ça, il n'y a rien à faire. Tu déranges. Et un journaliste qui dérange... C'est un bon journaliste. C'est un bon journaliste à mon avis. Ah bon. On a toujours l'exemple de Norbert Zongo, qui fait aujourd'hui la fierté aujourd'hui de notre pays. Alors je pense que Ladji Bama est sur les traces de Norbert Zongo. Même si quelque chose lui arrivait de pire, je pense que ce sera en tout cas une mort vraiment digne. Puisque quand on meurt pour une cause qui est juste et noble là, je pense qu'il n'y a rien de tel. Ce qu'on reproche peut-être aux journalistes, c'est qu'ils s'intéressent toujours au train qui n'arrive pas à l'heure et non au train qui arrive à l'heure. Peut-être qu'il faut souvent aussi parler de ce qui est bien. Non, s'il vous plaît, Zerbo, je demande 30 secondes, vous m'excusez? Oui, vous m'excusez, Zerbo, pour ma part, Ladji Bama ne doit pas mourir. Parce qu'il n'est pas plus critique que les journalistes d'investigation en France, aux États-Unis, mais c'est des gens qui travaillent à la consolidation de la démocratie. Ça doit être comme ça. Il faut que les gens se résolvent à ça. Si parce que je dérange, on doit me frapper, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour aller de l'avant. Non,
je suis d'accord avec vous. Oui. Mais dites-vous que dans un pays où, en tout cas, l'état des droits n'est pas respecté, dans un pays où, en tout cas, la démocratie n'est pas respectée, le journaliste est toujours en danger. Si tu veux réellement faire ton travail, un travail digne de ce nom, dis-toi que tu n'es pas à l'abri, en tout cas, de certaines menaces. Oui. Et des menaces qui peuvent effectivement aboutir à la mort. Et même si cela advenait, je pense que si tu fais réellement ton travail, c'est une cause noble et digne. Mais si chacun aussi fait son travail, ce problème ne devrait pas arriver aussi. Certainement. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses. Au Burkina Faso, il y a la liberté d'expression. Oui. Ça, il faut le dire. Parler des indicateurs tout à l'heure. En Afrique francophone, le Burkina Faso est premier en matière de liberté de presse. Oui. Et l'État travaille à faire en sorte que les choses se passent bien. C'est vrai qu'il y a le cas malheureux, l'Anibamba, qui vient se produire. Mais il ne faut pas que tout de suite là, on commence à se dire, écoutez, ça va pas. C'est un cas isolé. Bon, Kani l'a dit, il faut eux aussi, au niveau du gouvernement, il faut que très vite, on nous donne le résultat des enquêtes pour que les uns et les autres soient rassurés par rapport à la liberté de presse. Parce que si on n'a pas les résultats rapidement, on pourrait avoir pour premier suspect sérieux l'État lui-même. Oui. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que l'État travaille à ce qu'il y ait la liberté de la presse. Il faut qu'il monte patte blanche à ce niveau-là. Maintenant, quant au travail éventuel de journalistes d'investigation ou tout ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir continuer sans problème. Et moi, je ne crois pas que là, du genre de personnes à se laisser intimider par ces gens de choses. Bien au contraire, le connaissant, je sais qu'il va encore être un peu plus incisif dans son travail. Mais ce que nous autres journalistes devons faire aussi, c'est travailler aussi à faire en sorte que le nombre de cibles de ceux qui n'aiment pas la vérité là, soit élevé. C'est-à-dire qu'il faut que plusieurs journalistes prennent la même chose, qu'on travaille beaucoup, de telle sorte que ceux qui ne veulent pas de la vérité aient plusieurs cibles. Et quand vous avez plusieurs cibles, c'est difficile de pouvoir abattre tout le monde. Voilà. Donc, voilà ce que d'accord, donc une très belle solution. Fin de cette partie sur l'affaire Ladji-Bama et la question de la liberté de presse au Burkina. Place maintenant à un autre sujet pour refermer cette émission. L'impôt unique sur les traitements et salaires, l'UTS, qui est prévu pour être étendu en cette fin du mois de janvier aux agents de la fonction publique. Une mesure qui fâche sans doute. Oui, ce qui fâche, c'est tous les fonctionnaires qui vont rejoindre... Parce que moi, je paye toujours l'UTS, donc ce n'est pas la première fois que je suis concerné par ça. Oui. Mais c'est une mesure, effectivement, qui fâche les fonctionnaires, qui malheureusement ne sont pas les plus nombreux. Il faut le dire aussi. Mais toujours est-il que... Mais vous avez des amis fonctionnaires? Oui, j'en ai. Son voisin est fonctionnaire? En dehors de... Oui, mon voisin est fonctionnaire. Mais je lui souhaite de goûter aussi à l'UTS. Enfin... Revenons aux choses sérieuses. Vous dites qu'effectivement, vous voyez, le gouvernement demande la trêve sociale. Et en même temps, il ouvre les portes du front social. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est déjà acté. Et le ministre de l'économie et des finances nous a dit qu'en fin janvier, l'UTS sera étendu. Enfin, on attend de voir. Si les travailleurs se laisseront faire, on verra. S'ils vont aller dans la lutte, on verra également. Alors, ce qu'il faut aussi faire noter, c'est que sur cette question d'UTS généralisée, il y a des syndicats qui soutiennent le gouvernement et il y a d'autres qui ne sont pas avec le gouvernement. Ça veut dire que les syndicats eux-mêmes sont divisés sur la question. Oui. Parce qu'on parle de justice sociale, puisque les travailleurs du privé payent. Donc, il faut que les travailleurs du public aussi payent. L'autre syndicat dit non, au lieu de faire payer par tout le monde, il faut supprimer l'UTS sur les travailleurs du privé. Vous voyez, là, l'équité est obtenue. Enfin, oui, là, l'équité est obtenue d'un côté, mais ce que les autres disent n'est pas moins une autre inéquité. Donc, c'est aussi une égalité. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, comme je l'ai dit, on va attendre de voir à la fin du mois si effectivement ce sera retenu. Mais ce qu'il faut encore noter, c'est que quand vous faites le calcul, quand même, vous vous rendez compte que c'est assez lourd pour certains fonctionnaires. D'autres pourraient perdre plus de 250 000 francs sur leur salaire. Et comme je l'ai dit, c'est la logique de tous les gouvernements. Hein. Ils ne donnent pas la gauche et ils retirent pas la... Ils donnent pas la droite et ils retirent pas la gauche. Alors, c'est un peu trop, quand même, il faut le noter.
Surtout qu'il y a suffisamment d'impôts quand même que le Burkinabé paye. Même quand vous allez pour faire un prêt en banque, si le prêt que vous faites, il y a la TVA. Alors, si le même prêt, il y a l'UTS. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'effectivement, on en retient trop. Et ce n'est pas évident que les gens puissent supporter jusqu'à la fin. Ouais. Ok. Est-ce qu'ici, le gouvernement ne déplace pas le problème? Déplacer le problème, c'est même pas déplacer le problème. Moi, je vais être encore plus... voilà. Le gouvernement crée plus de problèmes. Voilà. Parce que je voudrais signifier que le fonctionnaire burkinabé paye l'UTS. Oui. Maintenant, il y a un certain nombre de primes, un certain nombre d'indemnités qui sont exonérées. Oui. Voilà. Donc, et ce sont ces... donc quand vous prenez le coût des impôts, l'agent du privé, tout comme du public, paye. Mais maintenant, au privé, c'est encore plus étendu à un certain nombre d'indemnités qui n'est pas le cas dans le public. Et chez l'agent public, il n'a pas le choix parce qu'on coupe ça depuis la source. Il n'a pas le choix. Donc, du coup, il faut dire aussi que l'UTS est imputable à l'agent public. Maintenant, ce que je voudrais signifier, c'est que l'État, en réalité, j'ai l'impression comme si on ne prend pas leçon de ce qui se passe. Le contexte, parce que des réformes de telle nature, il faut tenir compte du contexte. Parce que nous avons vu tout de suite l'erreur que le gouvernement a faite quand il s'agissait de couper, de primer un certain nombre d'agents de la santé. Et on a vu que quelques temps après, on s'est rendu compte de notre erreur. Il faut savoir lire entre les lignes. Est-ce que le contexte y est? Nous avons la question du terrorisme. Nous avons les élections, nous sommes dans une année électorale. Nous avons les remous sociaux. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire aux agents publics de faire la trêve sociale et on ne peut pas continuer encore de les énerver ou encore de susciter un certain nombre de bagarres. Parce que lorsque vous prenez même l'histoire de l'UTS, qui dans les... Non, s'il vous plaît, je vais terminer. Qui, dans les années 70, c'est venu comment? On parle de la garangose, etc. C'est une situation conjoncturelle. L'UTS a été introduit pour parer à une situation conjoncturelle. Mais en plus de ça, on a parlé de la taxe unique sur les produits pétroliers. Tout ça, ça a été introduit. C'est le citoyen lambda, le fonctionnaire qui a consenti à ces efforts. En 2007, l'État a introduit ce qu'on appelle la TDC. Ce n'est même pas la TDC seulement. Il y a eu d'autres taxes que... Taxes sur les véhicules. Bien sûr, l'État a imposé. Les gens consentent à payer l'impôt parce que les gens se disent que c'est de notre devoir aussi de participer à la vie économique. Serge. L'UTS, là, c'est en 2000, si on l'applique sur les indemnités, là, c'est depuis 2017 que c'est dans le Code général des fonctionnaires, des impôts. Et nous, on le paye depuis 2017. Les syndicats même l'ont dit, que le privé paye ça depuis 2017 et qu'eux, ils sont en train de travailler à ce que le gouvernement arrête de prélever ça au privé. Et à leur grande surprise, le gouvernement veut généraliser. OK? Voilà le problème tel qu'ils l'ont posé. Oui. Maintenant, moi, je dis, quand on dit qu'on ne veut pas qu'on applique l'UTS aux indemnités, et que c'est maintenant qu'on bande les muscles par rapport à ça, mais le privé le faisait depuis longtemps. Les syndicats n'ont pas bandé les muscles par rapport à ça. Ça, c'est difficile à comprendre. Ça fait un. De deux, on parle du contexte. Le contexte dans lequel nous sommes, nous sommes dans un contexte d'insécurité, où on a besoin de beaucoup de moyens pour faire face aux défis sécuritaires. Oui. Les gens du privé payent. Pourquoi les fonctionnaires ne peuvent pas payer? Peut-être que les salaires du privé et du public, c'est pas la même chose. Mais ça dépend. Hein. Il y a quand vous parlez des salaires, là, essayez de voir. Parce que vous ne connaissez pas totalement toutes les grilles du privé. Et le problème, ce n'est pas les salaires. Le problème, c'est une affaire d'équité. Oui. Il y a certains qui payent depuis 3 ans. Il y en a qui ont bénéficié d'une dérogation depuis 3 ans, pendant que les autres payaient. Et eux, ils ne bandaient pas les muscles pour ça. Maintenant qu'on leur demande de participer, ce qui est, on veut appliquer la loi, ils se plaignent. Ils trouvent que ce n'est pas normal. Moi, je vais chuter par quelque chose. Ça fait pratiquement la masse salariale. Elle a pratiquement triplé. Si vous prenez le budget, vous allez vous rendre compte. J'ai posé une question aux fonctionnaires. Est-ce que vous êtes convaincus que vous-même, quand vous partez dans un service public, le service public s'est amélioré ne serait-ce que 2 fois? C'est-à-dire par rapport à avant. Et puis maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que le service public s'est amélioré?
alors que la masse salariale a grimpé. Maintenant, le gouvernement... Peut-être qu'on a recruté plus de fonctionnaires. C'est ce que j'ai dit, la question, ce n'est pas le fait de recruter. Est-ce que le service... Parce que quand on fait la grève, on dit amélioration des conditions de travail et de vie. Est-ce que vous avez le sentiment que le service public qu'on donne aux Burkinabés s'est amélioré? Vous savez, on est dans un pays où chaque fois nous sommes en déficit budgétaire. On tend la main ailleurs. Où on tend la main là? C'est le train de vie de l'État aussi. Merci, vous faites bien. Où on tend la main là? C'est des gens qui payent les impôts. Et puis, nous, on nous envoie. Maintenant, le débat sur comment cet argent-là, pour moi, le vrai débat, cet argent qu'on veut prendre là, on le gère comment? C'est ça le vrai débat. C'est là-bas qu'il faut insister. C'est là-bas le vrai débat. Si quand on me sort les montants, moi j'ai dit cet impôt-là, c'est un impôt qui est juste. L'ITS là, il est juste parce que en fonction de ce que tu gagnes, tu payes. À la différence de la TVA, qui est un impôt injuste. Parce que quel que soit le salaire que tu as, quel que soit le revenu que tu as, quand tu vas acheter, tu es assujetti au même pourcentage de TVA. C'est différent de l'UTS. D'accord. Bon, Zerbo. Ok, vraiment merci. Maintenant que le calme est revenu. Non, il n'y a jamais eu de travail. C'est le débat. C'est le débat. Ok, voilà, merci. Je pense que le gouvernement, dans ses explications, parle en tout cas d'une correction d'une injustice. Voilà, parce qu'il ne peut pas effectivement, voilà, il peut pas prélever effectivement l'UTS sur le salaire des fonctionnaires du privé. Au même moment, les fonctionnaires demandent des augmentations et on voit qu'on veut couper quelque chose encore. Oui. C'est ça le problème, le contexte. Oui, vous voyez, il faut reconnaître que Serge a parlé tantôt du contexte sécuritaire. Oui. C'est vrai que l'État cherche en tout cas des recettes pour pouvoir faire face effectivement à l'insécurité dans le pays. Mais il faut reconnaître que trop d'impôts aussi tue l'impôt. Hein. Parce que si effectivement on veut prélever l'UTS sur en tout cas le traitement des fonctionnaires du public, que bon, ce salaire-là, ce traitement n'est pas effectivement aussi élevé qui ne permet pas aux fonctionnaires de faire face effectivement à ses besoins, je pense que ça y aura problème. Ça va amener en tout cas des problèmes. Donc, je pense que l'application de l'UTS sur le traitement des fonctionnaires, vous voyez, ça va entraîner, en tout cas, ça va remuer davantage le front social. Ça va mettre en ébullition le front social. Donc, bon, je pense que le gouvernement a dû prendre des dispositions, en tout cas, pour parer à toute éventualité, je vais dire. Oui. Ok. En fait, ce que je voudrais dire, ce que je vais dire par rapport à l'impôt. Oui. En réalité, s'il faut consentir à l'effort de guerre, chaque citoyen le fait, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Les gens le font parce que l'UTS est le troisième impôt le plus important au Burkina Faso, après l'impôt sur les sociétés et encore un autre impôt dont je vais taire le nom. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, si l'État veut l'argent, prenez le code des impôts, prenez les sociétés qui sont exonérées d'impôts, prenez les sociétés extractives d'or. Beaucoup de sociétés aujourd'hui sont exonérées d'un type d'impôt. Pourquoi? Il y a combien de sociétés qui doivent payer des impôts à l'État, mais où on voit qu'il y a des situations, ils bénéficient des situations exceptionnelles. Il faut commencer d'abord à s'imposer un certain nombre de rigueurs. Regardez un peu le train de vie de l'État. Quand le gouvernement s'est retrouvé en Chine, quand le gouvernement s'est retrouvé au Japon, j'en passe. Donc c'est pour dire que si on veut créer des ressources pour faire face au terrorisme, si les gens ont de la volonté, on sait là où il faut trouver l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'entreprises. Lisez les textes, je mets quiconque au défi ici, lisez les textes, vous allez voir le nombre de sociétés qui sont exonérées. Donc ça veut dire que si on peut prélever dans ces sociétés, la question sécuritaire peut se résoudre. Donc aujourd'hui, dire que le syndicat vend les mix parce qu'il s'agit de généraliser. Non, moi je ne rentre pas dans ce clivage privé-public. C'est que sur chacun a un statut, chacun gère un statut et chacun est fier de son statut. Mais là, le gouvernement ne sait pas lire entre les lignes parce que le contexte social n'y s'y prête pas. Nous sommes dans une année électorale et nous avons la question sécuritaire. Bon. Non. Ce que je voudrais dire, c'est un impôt, il doit être juste. Le débat doit être, un impôt là, il doit être juste. J'ai dit, on ne peut pas demander à des gens de contribuer depuis 3 ans, exonérer certains. Et puis à un moment donné, quand on dit on veut faire preuve d'équité, il y a un groupe qui dit, voilà, nous-mêmes, on souhaiterait que les autres là ne payent pas.
C'est ce qu'on entend de la part des responsables syndicaux. Et ça, de leur part, ce n'est pas sérieux. Parce que c'est du 2 poids, 2 mesures. Ils auraient dû, dès qu'on a commencé à appliquer ça au privé, dire, écoutez, parce que la décision a été prise, pas pour le privé exclusivement, c'était pour tout le monde. Mais ils ont pu... Là, non, Serge, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je crois que la suppression de l'UTS chez les privés a été un préalable aux rencontres gouvernement secteur privé. Je viens. Ils avaient déjà le dit... problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que... Je viens. Le problème, c'est que on est au stade de débat avec ça, alors qu'il est... Moi, je dis, il est appliqué au privé ou non. Tu l'as dit, Kani. Il est appliqué chez toi. Je vais te dire que nous ne sommes pas au stade de débat. Non, il est appliqué au privé. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'applique pas au public. Non, je suis d'accord avec toi. Merci. Mais je veux dire que le débat ne commence pas aujourd'hui. Le débat existe depuis longtemps. Oui, il n'était qu'au débat, alors que toi, je te le dis, dès lundi, au public, on débraille. D'accord. Ce qui ne se faisait pas au privé. Serge, j'ai compris. Le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé. C'était un débat assez houleux. Panorama Média 2 ce jour s'arrête là. Était avec nous sur ce plateau. Moutamou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso. Ismaël Paré, journaliste reporter à la RTV de télévision. Serge T, journaliste à LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Et enfin, Ahmed Zerbo, directeur de publication du journal Libération. Merci, chers confrères, d'avoir répondu à notre invitation. À vous tous qui avez suivi cette émission, merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTV2. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau rendez-vous. Bonsoir.